Pascale Bélanger, bonjour et bienvenue, on n'est pas du monde. Allô, Antoine. Alors, tu es nutritionniste depuis déjà quelques années, tu as fait beaucoup de recherches aussi dans ce domaine-là. Oui. Aujourd'hui, tu venais nous parler du jeûne, mais d'un point de vue biologique. Hein? Qu'est-ce que ça fait à notre corps? Mais avant d'aller là, j'aimerais t'entendre, est-ce que tu as constaté qu'il y a quand même un effet de mode autour du jeûne ces dernières années? Oui, c'est vrai qu'on en entend plus parler, puis c'est vraiment plus étudié aussi. Ah oui? Dans la littérature scientifique, il y a plusieurs études qui se sont intéressées au jeûne, qui l'ont comparé à d'autres modèles alimentaires. Là. Des régimes, des programmes, etc. OK. Exactement. On en entend parler. Je pense qu'il y a quelque chose de peu rassurant dans le jeûne parce que, au fond, on n'a pas de contraintes par rapport à ce qu'on met dans l'assiette. C'est vraiment un horaire qu'on va respecter. Donc, il y a quelque chose de peut-être plus simple pour certaines personnes dans le jeûne. Là. Mais on va en reparler un peu. C'est pas toujours si facile non plus d'y adhérer. Oui. Avant de rentrer dans les aspects plus biologiques, d'un point de vue aussi, disons, marketing, il y a quelque chose d'intéressant. Puis là, peut-être j'aimerais vous entendre, vous aussi, là-dessus. J'ai l'impression que vu que c'est juste enlever des choses, là, le jeûne, on n'a pas l'impression qu'on est en train de nous vendre quelque chose. C'est pas un programme qu'on nous vend ou une diète ou avec certains produits qu'il faut acheter. C'est juste... On a moins peut-être l'impression de se faire avoir ou il y a quelque chose de rassurant. C'est anticapitaliste. Oui, on pourrait le dire comme ça, c'est vrai. Oui, c'est comme super simple, dans le fond, là, le jeûne. Il y a quelque chose d'attirant là-dedans. Oui, il y a quelque chose d'attirant, puis il y a différents modèles, donc c'est comme modulable. Oui, il y a quelque chose de plus sexy au jeûne. Bon, oui, Simon? Ah, mais j'allais dire que j'ai découvert qu'un des pays qui a le plus étudié le jeûne au 20e siècle, surtout au début du 20e siècle, c'est l'URSS. Justement, anticapitaliste, parce qu'eux, ils avaient un système de santé universel, puis ils cherchaient des moyens, disons, les moins coûteux possibles d'aider la population. Donc, ils se sont mis à faire beaucoup d'études sur le jeûne. Puis nous, en Occident, on a plus investi, évidemment, dans la pharmaceutique. Oui, c'est une autre approche. Alors, Pascal, le jeûne, le fait de ne pas manger à certains moments, soit de la journée, de la semaine, du mois, je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait quand on arrête de manger dans notre corps? Bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer en premier? C'est que notre taux de sucre va baisser. C'est comme inévitable. Là. Donc, quand on mange, notre taux de sucre augmente, notre glycémie. Quand on arrête de manger, mais là, la glycémie va baisser. Et là, notre corps qui a besoin de sucre pour nourrir ses cellules va trouver d'autres voies métaboliques pour fonctionner, pour fournir de l'énergie à ses cellules. Les premières heures, quand on jeûne, c'est une hormone qui s'appelle le glucagon, qui, dans le fond, son travail, c'est de réguler la glycémie là, quand elle baisse. Donc, elle va être produite au niveau du pancréas, puis elle va faire un travail vraiment au niveau de différents organes, donc notamment au foie, là, c'est là où il y a plus de choses qui se passent, disons, là, pour que notre organisme continue de fonctionner, comme je disais. Et donc, elle va aider à différentes voies métaboliques à s'enclencher. Est-ce que c'est ce qui se passe, par exemple, moi, je connais rien là-dedans, là. Je suis vraiment un néophyte. Est-ce que c'est On ce voit qui se passe... que tu jeûnes pas souvent. Non, merci, Simon, c'est gentil. Pour avoir l'image, on vous invite à aller sur YouTube, pour ceux qui nous écoutent en audio seulement. Désolé de t'avoir déstabilisé, Antoine. Non, c'est parfait. C'est de bonne guerre, j'ai quelques blagues pour toi tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe que tu viens de décrire là, Pascal, notre pancréas qui embarque, qui donne un signal à notre foie? Est-ce que c'est ce qui se passe quand on dort? Parce qu'il faut que nos organes continuent de fonctionner. Oui, puis, normalement... 4 heures après un repas, déjà, ces voies métaboliques-là sont déclenchées. OK. C'est juste que... un jeûne, ça peut dépasser 24 heures, ça peut être des fois une journée, 2 journées. Donc là, il y aura d'autres voies métaboliques. Mais au début, c'est vraiment le glucagon, l'hormone qui régule la glycémie qui embarque, puis qui va faire que notre foie va venir utiliser nos réserves en glucose, qui ne sont pas très grandes. Donc ça va être la première chose. Puis ensuite, on va venir dégrader les graisses qui sont stockées au niveau du foie, les triglycérides qui sont comme les gras, et les protéines, pardon. Et on va vouloir créer du nouveau glucose. Transformer ces graisses-là en sucre. Oui. Okay. Et on va aussi dégrader les graisses
pour former des corps cétoniques. C'est quoi ça? Ça, c'est comme, ça va venir prendre le relais du glucose pour fournir de l'énergie à nos cellules quand ça fait une journée, 2 journées qu'on jeûne. Donc, il y a vraiment comme plusieurs, comme vous pouvez voir, plusieurs façons là, d'arriver à fournir de l'énergie à notre corps. Puis c'est ça qui intéresse, je pense, la science. C'est est-ce que quand on vient justement jeûner aussi longtemps, on vient dégrader, comme je disais, des graisses, on vient dégrader des protéines? Le système? Est-ce que c'est ça? On fait un nettoyage? Est-ce qu'on va aider les gens à, par exemple, éviter d'avoir le diabète? Est-ce qu'on peut éviter d'avoir un taux de cholestérol très élevé en pratiquant le jeûne? C'est toutes des questions, quand même légitimes de se poser parce que c'est un peu comment que notre organisme fonctionne pour pallier au fait qu'on ne lui donne pas de sucre. Donc, on s'intéresse beaucoup à ça. Puis qu'est-ce que la littérature a trouvé à date là, sur ces questions-là centrales là, que tu viens d'énoncer, Pascal? Bon, bien, c'est ça. C'est quand même intéressant, puis c'est très nuancé. Puis il n'y a pas... Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le jeûne, c'est pas non plus la panacée, ça ne règle pas tous les problèmes. Le jeûne par rapport au poids. Il y a plusieurs personnes qui pratiquent le jeûne intermittent pour perdre du poids. Qu'est-ce qu'on entend par jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, ça va être d'alterner des périodes de jeûne avec des périodes où on mange normalement. Comme moi, par exemple, je prends 3 repas par jour, mais je ne mange pas entre les repas. C'est-tu du jeûne Pas tout à fait, non. Ah, OK. La forme la plus classique du jeûne intermittent, ça va être vraiment le 16-8 qu'on appelle. Donc là, c'est vraiment 16 heures de jeûne, 8 heures où on s'alimente. Donc, le patron qu'on voit souvent, le typique, c'est on va jeûner entre 18 heures le soir et 10 heures le matin. Donc, ce qui nous laisse entre 10 heures et 6 heures le soir pour s'alimenter. OK. Donc, ça, c'est une forme de jeûne assez courante. Donc, le jeûne intermittent. Ouais. Les effets sur le poids sont assez similaires à ceux de la restriction calorique continue. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui décide de couper des calories d'une façon plus continue, c'est-à-dire, je vais arrêter de manger du dessert, par exemple, on peut voir que les effets du jeûne sont un peu similaires sur la perte de poids. Quelqu'un qui va augmenter son activité physique. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré, une méta-analyse, entre autres, qui a montré qu'il n'y a pas d'énorme différence, en tout cas pas de différence significative entre la restriction calorique continue et le jeûne intermittent. Ça, c'était une revue qui s'est intéressée chez les personnes qui avaient un surpoids. Ouais. Une autre méta-analyse s'est intéressée aux effets du jeûne chez une population qui est en santé, qui n'a pas de surpoids, qui n'a pas de... Moi, les gens que je connais qui font du jeûne intermittent, c'est des gens en santé. Oui, c'est ça, souvent. Je leur dis, mais pourquoi? Oui, souvent. Bien, il y en a qui veulent éviter d'avoir des maladies chroniques, éviter d'être plus en santé peut-être ou d'être moins à risque de développer certaines maladies. Sur cette revue-là systématique, on a eu des conclusions assez comparables à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne voit pas nécessairement que le jeûne va éviter, par exemple, de prendre du poids, éviter de... Des maladies cardiovasculaires, des trucs comme ça. Non, c'est ça. Il y a Aussi bien de faire toutefois... un peu d'exercice de temps en temps ou de baisser son niveau de calories à chaque jour, ça revient à peu près au même. Oui, c'est ça. Okay. C'est pas toujours si facile à faire, par contre. Tout à fait. Mais on a vu quand même, par rapport à la glycémie à jeun, une certaine diminution significative chez les gens en bonne santé quand on pratique le jeûne intermittent. Donc ça peut être intéressant, par exemple, par rapport au diabète. Mais il y a d'autres études qui vont devoir être faites sur ce sujet parce qu'on se dit, bien, en fait, est-ce que c'est vraiment lié au jeûne? Est-ce que c'est peut-être aussi l'hérédité? Hein? Le diabète, c'est tellement complexe. Souvent, quand on en a dans la famille, on est plus à risque. Donc, il y a tout ça aussi. Donc, c'est un résultat sur la glycémie qui pointe vers de nouvelles questions plus que vers des réponses. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, on n'est pas sûr de dire « Ah, ben c'est... Tu sais, moi, si je faisais de la nutrition clinique en ce moment, est-ce que je conseillerais ça? » Pas nécessairement. Il faut prendre en compte tout l'aspect, dirons, global de la personne là, aussi, là, ses problèmes autres, là, si elle a de la médication, etc. Là. Les comorbidités, etc. Moi, il m'arrive de pratiquer le jeûne intermittent, mais pas tant pour des raisons de santé, mais pour des raisons, je dirais, de légèreté d'esprit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour la vie intellectuelle et la vie spirituelle, c'est beaucoup... Je suis plus libre, je suis plus vif, plus présent. Mes idées sont plus claires. D'ailleurs, la vigilance, on pourrait dire. D'ailleurs, par exemple, on ne va pas manger un gros repas de viande et de vin juste si on veut aller faire de la méditation.
parce qu'on sent on a le goût d'aller dormir après. Je fais juste comparer nos lunchs le midi au travail, Simon et moi. Simon mange une petite salade, moi je ris de lui. Là. Ah ouais, tu n'auras pas assez d'énergie. Moi j'ai un gros repas bien viandu. Mais moi je travaille l'après-midi. Puis moi je dors sur mon clavier toute l'après-midi. Donc c'est quand même... Non, mais c'est vrai. La digestion, oui, c'est Nous ça. ralentit, nous assomme un peu. Effectivement. Puis il y a aussi le fait que le cortisol, ça va être l'hormone qui va embarquer beaucoup quand ça fait plusieurs heures, là, même un jour ou deux qu'on jeûne. Donc ça nous met dans un état de vigilance là, dont tu parles. Au fond, on va être comme plus conscient là, de ce qui se passe, plus alerte. Ah ouais? Oui, certainement. Donc ça a un impact, comme soulevait l'hypothèse de Simon, sur notre esprit, sur notre santé mentale. C'est un état de survie, hein, le jeûne. Je veux dire, quand on est en jeûne, c'est toutes les voies métaboliques qui sont enclenchées, c'est parce que notre corps veut survivre. Là. Si on jeûne trop longtemps, c'est dangereux. Oui. Mais c'est intéressant que tu parles de la santé mentale aussi dans un sens, parce qu'il y a des études là-dessus aussi qui voulaient regarder, est-ce que ça peut aider des gens dépressifs, des gens qui ont des troubles anxieux? Puis là aussi, on n'a pas vu d'effet sur l'anxiété et l'humeur dans les études que j'ai lues. Par contre, on a vu que chez des gens qui avaient des scores de dépression assez élevés, ça pouvait avoir une certaine amélioration. Donc ça, il y a quand même, c'est important de le noter. Toutefois, le jeûne intermittent va poser quand même des risques sur la santé mentale. Puis c'est des risques qui doivent être toujours examinés cas par cas. Je pense. Donc, il ne faut pas s'improviser une diète ou un programme de jeûne en se disant voici, ça va régler mon problème. C'est toujours mieux de consulter un professionnel. Exactement. Une nutritionniste ou un nutritionniste, ça peut mener à des pertes de contrôle alimentaire. Ça peut mener à des apports alimentaires excessifs quand on ne jeûne pas. On peut ressentir une plus grande fatigue, une augmentation du niveau du stress, justement à cause de l'effet du cortisol. Se sentir plus irritable. C'est des choses qu'on voit, là, c'est prouvé. Donc, il ne faut pas faire les choses trop de façon, disons, improvisée. Exactement. Bon, tu viens de le soulever un peu, Pascal. Il nous reste 2-3 minutes. Là. J'aimerais qu'on voit, il y a des contre-indications aussi au jeûne. Ce n'est pas n'importe qui peut justement jeûner. C'est-à-dire, demain matin, je vais commencer un jeûne d'une semaine. Il faut faire attention à ça. Oui. Bon, évidemment, les enfants, c'est vraiment contre-indiqué. Ils ont des besoins en énergie très grands vu à la croissance. Mais si je faisais jeûner mes enfants une semaine, est-ce qu'ils seraient plus tranquilles? Je ne sais pas. Ils seraient sans doute irritables. Mais chez les personnes enceintes aussi, hein, pour des raisons évidentes, ils ont des besoins en énergie pour le développement fœtal. Chez la femme allaitante également, c'est contre-indiqué. Mais aussi, je voulais le souligner, c'est important pour moi de dire que chez les gens qui ont des risques de troubles de conduite alimentaire ou qui ont des antécédents de troubles de conduite alimentaire, le jeûne n'est vraiment pas recommandé. C'est quoi ça, un trouble de conduite alimentaire? Ça englobe en fait l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, l'orthorexie aussi. Puis ça, on va le voir chez des gens qui ont un caractère comme le perfectionnisme, l'instabilité aussi émotionnelle, l'impulsivité. Là, donc, c'est des traits de caractère. Il faut faire quand même attention au jeûne dans ce cas-là. Puis aussi, chez les personnes atteintes de diabète de type 1, qui sont insulinodépendants, donc qui ont besoin de l'insuline qu'on se donne là, pour réguler leur glycémie, bien là, on va vraiment se mettre à risque de tomber en hypoglycémie quand on jeûne. Alors, il ne faut vraiment pas débalancer ça. Donc, c'est important là, de suivre les conseils de son médecin, de faire attention. Pour traiter le diabète de type 2, c'est pas clair, la littérature n'est pas claire, comme je disais, parce qu'on peut voir des fois une amélioration de la glycémie à jeun, mais pas toujours. Donc, ça aussi, je pense que c'est important d'en parler à son médecin ou de faire ça avec une nutritionniste si on veut, par exemple, faire du jeûne intermittent pour perdre du poids. Une chose est sûre, Pascal, c'est que avec le nombre d'études qui est croissant sur ce phénomène-là, on risque d'avoir, oui, de nouvelles questions qui vont émerger, mais aussi des réponses, justement, comme de possibles traitements par le jeûne. Et en tout cas, la situation va se clarifier dans les prochaines années avec la quantité d'études qui se font sur la question. Tout à fait. Oui. Puis c'est intéressant de suivre ça parce que c'est vrai que, comme tu disais, Simon, c'est plus simple comme façon de traiter que bien d'autres modèles alimentaires. C'est pas invasif du tout. Non, au contraire. C'est un modèle
peut-être, en tout cas, dis-moi, à continuer d'étudier. Pascal Bélanger, tu es nutritionniste. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les aspects biologiques du jeûne aujourd'hui.